introduction très, très généreuse. Et donc, je voudrais commencer par remercier chaleureusement toute l'équipe de l'UMA pour votre accueil, cette invitation. Voilà, c'est très agréable quand on vient de l'université de se trouver dans ce lieu et accueilli aussi bien. Alors, je vais commencer à partir de ce que tu as dit, parce que, pour aller très vite, je rappellerai juste qu'au XIXe siècle, chaque colonie européenne a eu son jardin botanique et que ce sont des lieux qui ont été façonnés par les ambitions impériales autant qu'ils les ont portées, ces ambitions, en retour. Donc, comme tu le disais, en retracer l'histoire, c'est essayer de comprendre ce que la forme jardin botanique dit de la domination de la nature dans ce contexte spécifique de la situation coloniale. Décor idéal de promenade pour les colons européens, lieu de savoir et de captation des savoirs, j'y reviendrai, espace d'acclimatation, de reproduction des plantes, les jardins sont aussi des zones de travail contraints qui mettent au jour toutes les tensions inhérentes à la situation coloniale. Ainsi, et nous allons le voir, les jardins botaniques sont des lieux qui révèlent beaucoup du quotidien du système colonial. Alors, à partir de l'enquête que j'ai menée pour cet ouvrage que tu as cité, j'aimerais aujourd'hui répondre à l'invitation de l'UMA en me plaçant non pas à proprement parler hors du jardin, mais peut-être hors du cadrage internaliste de l'histoire des jardins. L'enjeu, c'est de comprendre ce qui se joue en fait entre les jardins et la société qui les produit, les fréquente, les entretient. En rappelant leurs objectifs, donc, en montrant la construction du décor et ce qu'il y a derrière, je voudrais essayer de préciser comment les jardins informent sur les aspects qui sont, sur les rapports à la nature et les rapports sociaux en situation coloniale. Alors, on fait généralement remonter l'histoire des jardins botaniques européens à la Renaissance italienne avec le jardin de Padoue, créé en 1545, qui est d'abord voué aux plantes médicinales et qui inaugure une longue série de jardins botaniques. D'abord liés aux facultés de médecine, puis de plus en plus à la mise en scène du pouvoir. Grégory l'a rappelé rapidement hier, au XVIIIe siècle, les princes européens font de leurs jardins des marqueurs de leur puissance sur la nature. En installant des serres, par exemple, on fait venir la nature exotique à la table des rois. Pensons à l'ananas. Avec l'expansion européenne, cette ambition de maîtrise du monde végétal dans sa globalité se traduit par l'implantation quasi systématique donc, de jardins botaniques dans toutes les colonies. Dans ces jardins, il s'agit d'abord dans la chronologie, de répondre aux besoins d'approvisionnement en légumes et en fruits frais des équipages. En 1652 est ainsi fondé au Cap de Bonne-Espérance, sur la route des Indes, le premier jardin botanique européen hors d'Europe, sous l'égide de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Cette fonction nourricière va être peu à peu doublée de projets commerciaux. À la fin du XVIIIe siècle, il s'agit de plus en plus d'introduire par les jardins des cultures dites économiques, principalement des épices, pour enrichir le commerce colonial. On peut penser à l'île Maurice, au jardin botanique fondé par Pierre Poivre en 1768 sur le terrain des pamplemousses dont il prendra le nom. Pierre Poivre y introduit notamment la culture du clou de girofle et de la noix de muscade. Au XIXe, ces jardins deviennent surtout des pépinières de reproduction des plants et ont des effets concrets sur les territoires car c'est là que sont cultivées les plantes que l'on souhaite diffuser dans les colonies, dans une perspective de commercialisation et au prix de bouleversements importants, parfois dramatiques, dans les écosystèmes. Les exemples là sont innombrables. Je citerai par exemple le cacao venu d'Amérique et introduit dans les jardins de Guinée française ou de Côte d'Ivoire. On peut penser à la diffusion de l'EVA en Asie, aux cultures de thé, de café au Sri Lanka. Cette histoire de la mondialisation du commerce des plantes repose en grande partie sur l'acclimatation des espèces dans ces jardins botaniques coloniaux.
Et cette histoire, c'est aussi une histoire de la circulation des plantes à l'échelle impériale. Ces jardins coloniaux sont en effet en lien étroit avec de grands jardins métropolitains, dont Kew Gardens, aux environs de Londres, est l'une des plus actives. C'est un endroit où on centralise les données, l'envoi, la collecte des spécimens vivants et séchés, et les botanistes de Kew gèrent l'empire des plantes, alliant toute une forme de curiosité avec des enjeux économiques. Dans le deuxième quart du XIXe siècle, l'invention d'un médecin britannique, Ward, le docteur Ward, va révolutionner ces circulations. La boîte étanche qui porte son nom et dont on voit une déclinaison plus tardive sur la photographie à droite, diminue drastiquement le taux de mortalité des plantes vivantes dans les voyages au long cours, puisque ces plantes supportaient très mal l'air marin, le sel, les vagues, etc. Et cet outil, j'y insiste là parce qu'on pourrait aussi faire une histoire des plantes par les objets à travers lesquels elles circulent. Cet outil représente pour les jardins botaniques une denrée tout aussi précieuse que les plants et les semis qui sont envoyés au reçu. Elle rend possible en fait la construction d'une immense toile impériale de circulation des plantes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, ce réseau part de sites qui ont chacun leur histoire. Mais il faut changer d'échelle pour mettre le projecteur sur les jardins botaniques eux-mêmes. À l'échelle de chaque colonie, les jardins sont des lieux où se constituent des paysages conçus comme autant de vitrines pour les pouvoirs coloniaux. Je vous propose que l'on regarde ensemble ce plan du jardin botanique de Saint-Denis sur l'île de la Réunion, datant de 1818. Plusieurs espaces y sont identifiables. Le triangle que j'ai fait apparaître en vert montre un ensemble où les plantes sont classées selon un ordre géographique. Alors, comme je ne suis pas sûre que ça se voit, je vous précise là les catégories que l'on y trouve. Plantes de Chine, plantes des Philippines, plantes d'Afrique, plantes de l'Inde, plantes d'Amérique et plantes du pays. Tout cela constitue un ensemble de triangles séparés par des allées qui permettent de faire un tour du monde depuis l'océan Indien. Cet ordonnancement géographique des plantes provoque une sorte d'englobement du monde en résonance parfaite avec le projet colonial. L'imaginaire géographique des sociétés européennes est ici comme incarné dans cette partie du jardin botanique, qui dit la capacité à apprivoiser des plantes de tous les continents, ici dans la colonie française de l'île de la Réunion. La fabrication de ce microcosme dans le jardin botanique se comprend aussi en fonction des objectifs de divertissement qui sont liés à la forme. En effet, ces jardins sont conçus comme des espaces de sociabilité pour les Européens principalement. Partout, on trouve des kiosques à musique, des fanfares militaires, des pique-niques, des fêtes qui sont organisées, parfois même de petites ménageries installées en vue du divertissement des enfants. Pourquoi ? Parce que les jardins botaniques ont aussi vocation à atténuer ce qu'on appelle la nostalgie du pays. On peut penser à toutes ces pelouses britanniques dans les colonies ou aux cultures d'oignons au jardin botanique de Sydney. Ce sont des lieux de promenade dans lesquels les allées ordonnées, loin de l'image de la jungle qui est censée envahir l'arrière-pays, déjà des allées ombragées qui permettent de se retrouver comme à la maison. Alors, je n'ai pas le temps, je n'ai pas choisi d'axer aujourd'hui là-dessus, mais ces images iréniques de la fréquentation des jardins ne doivent évidemment pas occulter toute une série d'activités beaucoup moins licites dans ces jardins. Vol de fleurs, de graines, duels, activités nocturnes dites immorales, les jardins botaniques comme espaces clos, longtemps non éclairés la nuit, hors des circuits des polices municipales, permettent toutes sortes d'actions répréhensibles. Au-delà de ces fonctions de divertissement et de mise en scène des sociétés européennes dans une nature maîtrisée, les jardins botaniques sont aussi, et peut-être avant tout dans leur intention, des lieux de savoir. Alors je reviens sur le plan de Saint-Denis de la Réunion pour vous en montrer une autre partie. Sur ce plan, on peut remarquer un ensemble de parterres dédiés
à la reproduction, une zone pour l'acclimatation et à un jardin scientifique qui renvoie à un espace où les espèces sont classées par famille et par genre. L'ordonnancement, en fait, de ces jardins est partout différent, mais ces formes sont réitérées dans chaque jardin botanique colonial. Il y a toujours des coins géographiques ou pittoresques, comme celui que nous avons vu en introduction, et des espaces où les plantes sont ordonnées selon les règles botaniques, en général, au XIXe siècle, selon la classification linnéenne. Des zones parfois aussi non ouvertes au public, d'acclimatation et de reproduction. Voilà, pardon, j'ai oublié de... Voilà, alors je passe... Autre élément de ce savoir dans le jardin, cette science, elle se manifeste dans les parterres qui suivent les classifications, mais aussi par les étiquettes, élément essentiel, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de la définition du jardin botanique. Leur matière, leur disposition, le choix et surtout la langue des informations qui y figurent sont d'ailleurs l'enjeu de longs débats sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais qui sont tout à fait intéressants sur la manière dont on nomme les plantes dans ces jardins et ce qu'on choisit de faire valoir comme langue d'identification. Outre les parterres de plantes, les étiquettes, les jardins botaniques dans les colonies comportent des bâtiments dédiés à la science. Il y a notamment ces herbaria ou herbariums où sont conservés des spécimens de plantes séchées, spécimens dont les doubles sont systématiquement envoyés dans les grands jardins des métropoles. Il y a aussi des bibliothèques, des laboratoires pour les savants venus étudier la flore, parfois même des presses pour imprimer toutes les publications du jardin. Alors, on peut peut-être s'arrêter un instant sur cette image d'un laboratoire de chimie dans le jardin botanique de Buitenzorg, dans ce qui était à l'époque les Indes néerlandaises, aujourd'hui sur l'île de Java. Cette photographie illustre le séjour sur place d'un pharmacien militaire qui mène des recherches fondamentales sur la physiologie des plantes et que vous voyez avec sa fière moustache au premier rang sur la gauche. Sur le cliché, des plantes séchées, la bibliothèque, le matériel d'expérimentation qui renvoie à l'intense activité du jardin de Buitenzorg. Ce qui est intéressant à relever ici, c'est que sur cette photo, même posée, on a des indications sur les rapports sociaux dans le jardin. Les savants européens sont assis, en habits. Autour d'eux figurent des hommes vêtus à l'indonésienne, en sarong, avec turban, qui sont debout. Ils ne sont pas nommés dans la légende de l'image. Ce sont des assistants. Toute la question est de savoir alors comment déterminer le rôle qu'ils ont joué dans cette pratique savante au sein des jardins. Ce que je voudrais souligner ici, c'est cette présence-absence des savants locaux dans les jardins, largement invisibilisés dans les sources, comme souvent en histoire coloniale, car ce ne sont pas ceux qui signent les ouvrages issus des recherches en cours. Il faut alors traquer les traces de leurs activités. On peut prendre un exemple, celui d'un employé des jardins botaniques de la Jamaïque. Pendant 15 ans, à la fin du XIXe siècle, un gardien jamaïcain nommé David Watt accompagne les visiteurs qui viennent au jardin et plusieurs témoignages, récits de voyage, le font apparaître, louant notamment sa capacité à détecter tous les spécimens recherchés, sous la forme d'un génie inné plutôt que d'un savoir, mais là aussi selon une rhétorique très propre à la situation coloniale. Pourtant, il est visiblement très présent, mais il est difficile de trouver des traces directes de son activité de collecteur dans les archives du jardin. En fait, on ne sait rien de lui. J'ai mis une photo avec quelqu'un dans le jardin de Hope Garden à la Jamaïque, mais évidemment, je n'ai aucune... Ce serait un miracle si c'était lui. On ne sait rien de lui, si ce n'est que son importance a été implicitement reconnue par le directeur du jardin, puisque une espèce de gui, collecté par ce directeur, est envoyée à Kew Garden et nommée avec son nom latin et un génitif qui renvoie à ce David Watt, Watty, donc le phoradendron de Watt. Autre domaine de savoir, le dessin naturaliste, qui est lié aussi à l'activité des jardins.
qui est une activité savante, en fait largement confiée à des artistes d'Asie et d'Inde, notamment dans les colonies britanniques, où les savoirs traditionnels des peintres miniaturistes ont été très vite identifiés par les autorités coloniales. On connaît ainsi le nom d'un dessinateur indien, Vishnu Prasad, qui est prêté, entre guillemets, c'est ce que disent les archives, du jardin de Calcutta au jardin de Saharanpur, dans les contreforts de l'Himalaya. Sa mission, c'est d'illustrer la flore de l'Himalaya qui va être publiée par le directeur de ce jardin. Dans sa préface, le directeur remercie toute une série de personnages, affichant très prosaïquement son réseau de botanistes européens en Inde et en Angleterre. Il dit un mot pour sa femme, qui a fait les index. Il rend également hommage aux employés européens, aux graveurs, aux coloristes, et précise qu'il a été lui-même le maître d'œuvre des dessins de la flore. En fait, Vishnu Prasad disparaît et ne réapparaît que sur certaines planches qu'il a eu le droit de signer. Là encore, alors que, et pas sur toutes les planches, puisque beaucoup de dessins sont anonymes. On voit ici l'effacement à l'œuvre dans une production prestigieuse, s'il y en est, du jardin botanique de Saharanpur. D'autres personnages jouent un rôle décisif dans cette activité savante des jardins, notamment parce que ce sont des intermédiaires avec les médecins ou les herboristes de la colonie. À Buitenzorg, toujours, dans les années 1890, le directeur du laboratoire du jardin publie plusieurs ouvrages sur les plantes médicinales locales qui reposent en grande partie sur les savoirs d'une femme. Alors, cette femme, là on a une photo, c'est Madame Kloppenburg-Versteeg, qui est une indo-néerlandaise, qui a elle-même publié en 1907 un ouvrage de référence sur les herbes médicinales indonésiennes. Cette femme, qui est mariée à un Néerlandais, mais d'origine indonésienne par sa mère, parle le malais et elle va jouer ainsi un rôle de passeuse, amassant quantité de données sur l'usage médical des plantes locales. Données, et c'est ça qui est très intéressant, qu'elle filtre avant de les soumettre à ses correspondants du jardin. On devrait même plutôt dire qu'elle les exfiltre parce qu'elle enlève tout ce qui concerne l'animisme ou certaines superstitions, sachant ce qui va intéresser les savants néerlandais et ce qui va pouvoir légitimer son savoir. Alors ces quelques exemples ne font que donner une idée de la difficulté à faire surgir ces savants. Faire apparaître dans l'histoire des jardins ces hommes et ces femmes, encore plus discrètes, qui ont largement contribué au prestige de la botanique impériale, exige, on le voit, d'aller à rebours des archives qui ont tendance à les gommer. Plus encore, derrière le décor, il y a d'autres acteurs très éloignés du grand récit de la botanique impériale et pourtant essentiels à son élaboration. Et je voudrais revenir là sur un dernier aspect qu'on n'a pas vraiment évoqué hier, mais qui me semble important, qui est celui du travail dans le jardin, de l'entretien, de la manière dont tout ça tient, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'on peut regarder cette photographie que j'aime beaucoup, un peu fantomatique, avec cette apparition un peu fantomatique d'un homme dans l'allée des cocotiers du jardin de Darwin, en Australie. Il est à l'image de la représentation des travailleurs des jardins. On voit donc un jardinier appuyé sur un tronc qui figure, comme très souvent sur la photographie, pour donner la mesure des cocotiers en question. Mais on peut cependant imaginer sa vie ou son travail, notamment parce qu'on distingue au sol, alors là, je suis désolée, je ne suis pas sûre que vous les distinguez bien, mais vous allez me croire sur parole, les feuilles pennées, les palmes, qui ont été ramassées et qui laissent présager du travail de taille et de balayage accompli pour rendre cette allée du jardin si régulière et dégagée de tout branchage intempestif. Prendre la mesure de la main-d'œuvre mobilisée pour mettre en ordre la nature dans ces jardins botaniques suppose, là encore, de chercher dans les sources des choses qui n'apparaissent pas forcément au premier coup d'œil. Je donne un autre exemple à partir de ces vues
du jardin de Buitenzorg à Java, toujours, réalisé dans les années 1840, où l'on voit en fait plus qu'il n'y paraît. L'image dit d'abord l'ambition de la maîtrise de la nature, donnant à voir un paysage presque européanisé. On est avec le palais du gouverneur, j'y suis pas revenue, mais souvent les jardins botaniques sont attenants au palais des gouverneurs, l'étendue d'eau, voilà, rien qui ne laisse paraître autre chose que l'ordonnancement de la nature. En arrière-plan, des Européens qui se promènent à cheval, qui sont en train d'admirer le paysage sur des bancs. Et puis, en arrière-plan, apparaissent justement ces travailleurs du jardin. Donc, vous les voyez ici, un homme accroupi qui taille la pelouse, ou encore là, des employés qui ratissent l'allée. Le travail permanent sur cette nature, pour la rendre compatible avec l'exposition de la maîtrise qui est souhaitée, devient manifeste. Et de fait, on le sait quand même, grâce à certaines archives, les employés de ces jardins botaniques étaient très nombreux. À l'instar de tous ces intermédiaires, selon un terme, une catégorie adoptée par l'historiographie, à l'instar de tous les intermédiaires qui peuplent l'histoire des colonisations, ces personnages sont absents des documents d'archives les plus directement accessibles. Des sources laissent pourtant entrevoir les demandes récurrentes de main-d'œuvre de la part des directeurs de jardins. Alors, pendant toute une partie du XIXe siècle, ce sont des demandes d'esclaves. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les jardins botaniques, à l'instar du jardin des Pamplemousses, par exemple, fonctionnent sur le mode de la plantation esclavagiste, avec des esclaves en grand nombre qui sont chargés de l'entretien des parterres. Après les abolitions, les directeurs de jardins recourent volontiers aux condamnés des prisons environnantes venus entreprendre des gros travaux après les cyclones, les typhons et affectés aux travaux de labourage ou de terrassement. En fait, l'usage des prisonniers pour travailler dans les jardins est signalé partout dans les colonies britanniques comme dans les colonies françaises. À Alger, en 1861, sont présents chaque jour 30 détenus du pénitencier voisin pour effectuer les gros travaux du jardin d'essai. Alors, des sources intéressantes pour donner un peu corps à l'histoire de ces ouvriers des jardins sont les plans de jardin qui font apparaître de façon assez systématique ces petites sociétés qui vivent sur place car elles y travaillent. Si l'on regarde à gauche le plan du jardin d'essai d'Alger, on voit apparaître dans la légende une catégorie gourbi. Et le gourbi en question est situé à l'extrémité du jardin que j'ai encadré en vert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la langue des colonisateurs, le gourbi désigne le village algérien. Dans le jardin, il s'agit de l'espace aux marges de l'espace public où logent les gardiens, à côté d'une zone dite jardin potager, qu'ils ont eu le droit d'aménager pour subvenir à leurs propres besoins. Même logique au jardin botanique du Han, près de Dakar. Vous voyez apparaître un village des Noirs, entre guillemets bien sûr, un ensemble de baraquements servant à héberger les Sénégalais qui travaillent dans la station, selon le mode du campement que l'on retrouve dans d'autres situations liées aux grands travaux coloniaux, comme les routes ou les chemins de fer. À la fin du XIXe siècle, la photographie permet de renseigner plus précisément le travail dans les jardins botaniques. Terrassement, défrichement, soins, exploitation des ressources naturelles constituent le quotidien nécessaire au maintien du jardin et à sa rentabilité, puisque certains jardins produisent, là, vous avez l'exemple de la récolte du latex à Buitenzorg dans les années 20, qui dit aussi l'importance liée à cette économie d'extraction. On le sait, l'économie coloniale a été dévoreuse de main-d'œuvre, sans que les conditions de travail ne soucient beaucoup les métropoles. Les jardins botaniques, comme d'autres institutions coloniales, ont donc été des sites de travail forcé, de travail physique contraignant, d'enfermement de la main-d'œuvre.
Il aurait été surprenant, en réalité, que ces enclaves soient exemptées de ces modalités que l'on retrouve partout en situation coloniale. Mais peut-être que la situation peut nous apparaître d'autant plus violente que les jardins donnaient à voir l'harmonie et la maîtrise de la nature dans un souci esthétique affirmé. Alors, que faire de cette histoire ? En conclusion, j'aimerais vous livrer quelques réflexions, puisqu'on évoquait hier les échos qu'un travail d'histoire peut avoir sur nos problèmes contemporains. Raconter l'histoire des jardins botaniques consiste donc, je crois, à passer de l'autre côté de ce décor végétal. C'est aussi ouvrir donc sur des questionnements tout à fait contemporains. Aujourd'hui, les jardins botaniques coloniaux qui subsistent, dans les métropoles comme dans les anciennes colonies, constituent souvent un patrimoine dit naturel, intrinsèquement lié à l'histoire de la colonisation européenne. Dans les colonies, comme instruments d'empire, ils se sont abstraits assez largement de l'environnement qui était le leur. Si l'on suit Descola, l'option naturaliste qui caractérise le rapport des sociétés européennes à la nature n'a donc en rien été bouleversée par les jardins botaniques, qui, au contraire, sont des lieux où elles se manifestent de manière proprement théâtrale. Que faire alors de ce patrimoine ? En 2021, les jardins botaniques royaux de Kew, à Londres, ont rendu publique une nouvelle stratégie décennale. Dans ce projet figure notamment l'engagement à décoloniser les collections d'histoire naturelle et la volonté de connaître et de faire connaître les liens intrinsèques entre le jardin botanique et l'empire colonial. Il s'agit notamment de multiplier les initiatives archivistiques autour de la mise à disposition des fonds, de repenser les systèmes de classification, d'indexation, pour retrouver quelqu'un comme David Watt, par exemple. Systèmes de classification qui ont souvent été à l'origine de l'invisibilisation d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices d'histoire de la botanique. À la décolonisation telle qu'elle peut être pensée depuis l'Europe, et dont on a un exemple avec Kew Gardens, s'ajoute bien sûr, et surtout, je dirais, la question de la réappropriation de ces lieux emblématiques du colonialisme dans d'anciennes capitales coloniales. Cette réappropriation est toujours complexe, tant les jardins, même porteurs des stigmates de la colonisation, fascinent. À l'heure où la préservation de la biodiversité est devenue un enjeu global, il faut alors jongler entre le patrimoine de ces jardins exotiques et ce à quoi peuvent servir des jardins botaniques aujourd'hui. Un certain nombre de ces jardins, à Sydney ou à Singapour par exemple, ont introduit dans leur circuit des panneaux rappelant l'origine coloniale des agencements et des collections. D'autres, en Australie notamment ou en Afrique du Sud, ont rompu plus explicitement avec les cultures d'empire dès les années 60 et 70, en favorisant les plantes dites indigènes ou en plantant même de nouveaux jardins botaniques dits autochtones, souvent adossés à la construction des États-nations. À Ouagadougou, l'ancien bois de Boulogne, devenu en 1917 une station forestière avec pépinière et arboretum, est entré en 1990 au patrimoine national. Et des travaux ont été entrepris pour renouer avec l'ancienneté du site et son passé précolonial de bois sacré. Toutes ces histoires montrent divers chemins possibles. Reconnaissance de la violence de l'époque coloniale, urgence climatique et enjeux de la biodiversité constituant désormais une équation complexe pour faire vivre ou pour réinventer des lieux qui continuent, malgré tout, à susciter dans les grandes villes du Sud notamment l'intérêt du public. Voilà, je vous remercie. On peut prendre les questions, si vous en avez. Voilà, on peut prendre une question. Je vois Laura qui a une question.
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question en vous écoutant parler par rapport à des jardins coloniaux qui se trouvent ici en France ou en Europe. Et je me demandais si, au cours de votre recherche, vous aviez rencontré ou vous étiez intéressé, j'imagine que oui, bien évidemment, aux expositions ethnologiques, autrement appelées les zoos humains, qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en Europe, dans plusieurs de ces jardins. À Paris, par exemple, dans cet endroit qui était appelé avant le jardin d'acclimatation, dont le nom a été changé, je crois que c'est jardin tropical d'agronomie, tropical, quelque chose de cet ordre-là. Mais il me semble que ce nom a été changé, qui a été un des scènes de ces événements. Et effectivement, j'ai été très frappée par le manque de mémoire ou de traces qui évoquent ces questions coloniales et qui pourraient amorcer un début de conversation, peut-être même quelque chose de l'ordre de la réparation, si cela serait éventuellement possible. Mais je me demandais si vous intégriez aussi cela dans votre recherche par rapport au jardin colonial, de ce qui s'est passé dans le sol des empires coloniaux eux-mêmes. Oui, alors merci pour cette question. Alors, bien sûr, je n'ai pas intégré directement dans ma recherche, mais c'est une question qui m'intéresse et qui est très importante. En fait, le jardin d'agronomie tropicale qui se trouve à Paris existe toujours sous ce nom, et c'est celui qu'on appelait jardin colonial, et le jardin d'acclimatation existe toujours sous le nom de jardin d'acclimatation. Ça n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est que l'un était d'une société privée, la société d'acclimatation, et que l'autre était un organisme étatique, qui était l'antenne du muséum vouée aux plantes coloniales, et d'où venait la photo que j'ai montrée au début des caisses Ward. C'est pas très important parce qu'en fait, les deux ont été, à partir de l'entre-deux-guerres pour le jardin colonial de Nogent, des lieux d'exposition ethnographique, comme vous disiez, avec cette idée que le décor planté fait déjà une partie du travail pour ces reconstitutions, donc, qui ont été par ailleurs bien analysées, et dont on connaît la violence, les conditions, etc., etc. Mais c'est un élément de cette histoire longue des jardins et de cet héritage, parce qu'au moment où on fait ces expositions, ces jardins ne sont plus des lieux, des jardins botaniques à proprement parler. Le jardin de Nogent est un jardin en friche, où on a mis beaucoup de dépôts, des monuments, des expositions coloniales, et le jardin d'acclimatation n'est plus un jardin où l'on pratique l'acclimatation. Voilà, donc, mais ça dit quand même quelque chose des imaginaires européens par rapport à ces populations colonisées et la manière dont elles ont été exposées dans des environnements soi-disant naturels qui étaient tout aussi reconstruits que ce qui était donné à voir au public parisien. Merci.